Alors, je voudrais, dire immédiatement que donc je vais évoquer la figure de Georges Lemaître, Monseigneur Georges Lemaître, une figure, comme M. Semen l'a rappelé, une figure exceptionnelle à plusieurs titres, mais un des titres de gloire de Georges Lemaître est qu'il est un des plus grands noms de la physique du XXe siècle, et Georges Lemaître peut être considéré aujourd'hui comme le père, ou plus exactement l'un des deux pères de la théorie du Big Bang, l'autre étant Georges Gamow, dont je parlerai tout à l'heure. Alors Georges Lemaître est né en 1894 à Charleroi, dans cette ville industrielle de la Belgique, son père étant un industriel verrier, et après des humanités gréco-latines, il est parti faire une année de prépa en mathématiques chez les jésuites à Bruxelles, et il était destiné normalement à devenir ingénieur des mines. Il avait déjà, durant ses humanités, évoqué auprès de ses professeurs et auprès de sa famille son intention de devenir prêtre. C'est le même jour, dit-il, lorsque j'avais 16 ans, que je décidais de poursuivre à la fois une carrière de chercheur en sciences et à la fois une carrière sacerdotale. Donc le même jour, il se décide, collégien, à suivre ces deux voies. Mais son père lui conseille de terminer d'abord ses études d'ingénieur avant d'entrer au séminaire. Et ce conseil qu'il suivra par obéissance filiale sera d'une certaine manière providentiel, comme nous allons le voir. Alors, le jeune Georges Lemaître commence ses études d'ingénieur, mais si on observe un petit peu ses résultats, qui sont conservés encore dans les archives de l'Université de Louvain, on voit que ses notes aux examens diminuent de manière extrêmement rapide, exponentiellement décroissante, pourrait-on dire, depuis la première année jusqu'à la troisième année. Heureusement, enfin c'est une façon de parler, la guerre de 14 va le sauver, d'une certaine manière, puisqu'elle interrompt brusquement sa carrière de futur ingénieur des mines, et la guerre étant déclenchée, Georges Lemaître, immédiatement, avec son frère, qui était à peu près du même âge, s'engage comme volontaire pour partir dans l'infanterie sur le front, et il va participer aux batailles les plus dures de la bataille de l'Isère. Donc il sera sur les fronts les plus durs, et cette période de guerre va forger en lui des choses essentielles, et on pourrait comparer cette période à la période que Théard, le père Théard de Chardin, avait vécu lui-même dans les tranchées sur d'autres fronts, et qui vont constituer ces années-là le creuset de sa pensée, comme on peut le voir dans ses écrits du temps de guerre. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, le jeune Lemaître, ayant terminé la guerre de 14, décide de changer d'orientation. Et en un an seulement, et il faut réaliser l'exploit, en un an, il décroche ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une maîtrise en mathématiques, une maîtrise en physique et un diplôme en philosophie à l'Institut supérieur de philosophie, créé par le cardinal Mercier. Donc en un an, il décroche 3 diplômes et termine et devient un spécialiste en mathématiques et physique, en même temps qu'un très bon philosophe thomiste. Et ayant réalisé en un an cet exploit, il reçoit de son père la permission d'entrer au séminaire, et il entre dans un séminaire pour vocation tardive. Et je disais tout à l'heure que le choix de son père, ou la décision de son père, était providentielle, parce que le fait d'avoir été retardé par la guerre a fait qu'il a bénéficié d'un régime tout à fait singulier. Dans ce séminaire pour vocation tardive, le cardinal Mercier dispensait les séminaristes de toute une série d'obligations, leur permettait, en plus des cours ecclésiastiques, de suivre des tas d'autres cours correspondant à leur formation
initiale. Et c'est ainsi que le cardinal Mercier a permis au jeune séminariste Lemaître de continuer à étudier la relativité et la physique en général, en lui donnant des permissions pour aller à la Bibliothèque royale à Bruxelles, pour fréquenter les séminaires des différentes universités belges, et durant ces 3 ans de séminaire, il devient l'un des rares spécialistes en relativité dans le monde francophone. Il faut savoir que, juste après la guerre de 14, peu de gens dans le milieu francophone s'intéressaient à l'œuvre d'Einstein. Pourquoi? Parce que Einstein a publié essentiellement ses travaux sur la gravitation entre 1913 et 1915. Donc la plupart des articles fondateurs de la cosmologie einsteinienne ou de la relativité générale sont publiés dans les annales de l'Académie de Berlin. Et bien entendu, aucun des scientifiques alliés n'a accès à ces publications durant la Première Guerre mondiale. Et Einstein est plutôt vu comme un scientifique peu fréquentable, puisqu'il est dans le camp, si vous voulez, des ennemis. Et il faudra d'ailleurs attendre les années 20 avant que Einstein lui-même soit accepté au Collège de France pour faire ses leçons sur la relativité. Et il faudra attendre la fin des années 20 avant qu'Einstein soit accepté dans l'organisation des grandes conférences Solvay en Belgique, qui étaient, disons, les grandes conférences scientifiques du moment, regroupant la plupart des prix Nobel. Et il a fallu l'intervention de la reine de Belgique à l'époque, la reine Elisabeth, qui était, donc, comme vous le savez, d'origine allemande, et qui est intervenue auprès des autorités belges pour faire accepter Einstein dans le bureau organisateur des conférences Solvay. C'est dire qu'à l'époque, peu de gens étaient introduits à la relativité dans les pays francophones. Et Lemaître devient l'un des rares, avec un des professeurs de l'Université de Bruxelles, Théophile de Donder, devient l'un des rares connaisseurs et très bons connaisseurs de la physique d'Einstein. Il rédige d'ailleurs pendant son séminaire un manuscrit intitulé « La physique d'Einstein », qui est à l'époque l'un des meilleurs résumés de la relativité restreinte et de la relativité générale, y compris du modèle cosmologique que Einstein avait proposé en 1917. Vous avez ici une des pages de ce mémoire tiré des archives de Georges Lemaître à Louvain. Et ce mémoire lui vaudra de décrocher une bourse de voyage pour aller étudier l'astronomie chez un très très grand astronome, père de l'astrophysique contemporaine, Eddington. À peine est-il ordonné par le cardinal Mercier, en septembre 1923, que Lemaître prend le bateau et se retrouve à Cambridge, en Angleterre, chez Eddington, pour y étudier de façon approfondie l'astronomie et compléter ses connaissances en relativité. Eddington est par ailleurs, dans le monde anglo-saxon, l'un des 2 meilleurs, avec Hermann Weyl en Allemagne, l'un des 2 meilleurs connaisseurs de la relativité dans le monde anglo-saxon. Et Lemaître a l'occasion de suivre les cours d'Eddington, et Eddington aura sur le jeune Lemaître une influence décisive. La plupart des questions importantes que Lemaître a pu faire dans sa carrière scientifique sont liées, de loin ou de près, à des questions posées par Eddington. Eddington, qui par ailleurs était un Quaker, qui occupait une position aussi singulière dans l'Angleterre, puisqu'il avait refusé de porter les armes et de participer à des opérations militaires pendant la guerre, puisque les Quakers sont pacifistes. Et donc, c'était un personnage qui était à la fois un grand scientifique, un homme de conviction, mais aussi un grand philosophe. Eddington a beaucoup publié sur la philosophie de la physique. Et il va avoir une influence sur Georges Lemaître importante, comme nous allons le voir. Alors, Lemaître a l'occasion de suivre d'autres cours à Cambridge. Entre autres, il suit les cours de Rutherford, l'un des premiers spécialistes de la physique nucléaire. Et ce scientifique brillant, voyant dans son amphithéâtre quelques personnes, dont un jeune portant le clergymène, était tout heureux de voir qu'il y avait là un étudiant étranger venant suivre ses cours, et il demande à l'abbé Lemaître, tiens, vous vous intéressez à la physique nucléaire, c'est bien de venir suivre mes cours, et l'abbé Lemaître de lui répondre,
non, je ne m'intéresse pas du tout à la physique nucléaire, je viens ici seulement pour parfaire mon anglais. Alors ça c'est typique de l'abbé Lemaître, libre, franc, si vous voulez, et toute sa carrière, l'abbé Lemaître sera quelqu'un de extrêmement franc, indépendant, libre d'esprit, ce qui va d'ailleurs le sauver à de multiples occasions. Alors, Georges Lemaître, à peine a-t-il terminé son année à Cambridge, qu'il obtient une deuxième bourse pour voyager, et via le Canada, où il aura d'ailleurs énormément d'amis, il y retournera à la fin de sa vie, et la dernière conférence enregistrée de Georges Lemaître est une interview d'ailleurs pour Radio-Canada. Georges Lemaître passera par le Canada et se rendra ensuite au MIT, où il entreprendra une thèse de doctorat en travaillant à la fois au MIT et à Harvard College Observatory, où il devient un spécialiste de ces étoiles que l'on appelle les céphéides, ces étoiles pulsantes qui servent à mesurer les distances dans l'univers. Lemaître devient donc un astronome professionnel et en même temps un physicien spécialiste de la relativité générale. Et sa thèse porte sur une question de relativité générale, sur la suggestion, à partir d'une question d'Eddington, et il aura comme superviseur de thèse Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique moderne, et qui l'initiera au travail sur les premières machines à calcul performantes se trouvant au MIT. J'y reviendrai. Alors, après son séjour aux États-Unis, il va rentrer en Belgique après avoir collecté des informations astronomiques dans tous les grands observatoires des États-Unis. On pourrait comparer cette période au voyage de Darwin sur le Beagle, où pendant 5 ans, Darwin va faire le tour du monde en recueillant toute une série d'informations qui serviront à bâtir sa théorie lors de son retour en Angleterre. Eh bien, pour l'abbé Lemaître, l'abbé Lemaître a aussi fait un grand voyage au travers de tous les grands observatoires nord-américains. Mont Palomar, Mont Wilson, et il a eu l'occasion de rencontrer, entre autres, Edwin Hubble, le grand astronome dont l'école commence à étudier les distances et les vitesses de ce qu'on appelle encore à cette époque les nébuleuses, qui sont les galaxies. Lemaître revient après avoir entendu et récolté, disons, toutes les informations venant de l'école de Hubble, et en même temps étant un spécialiste de la relativité générale. Et on va voir que, grâce à ce séjour, Lemaître a tous les éléments en main pour faire 2 contributions majeures qui vont marquer la cosmologie, ou même le début de la cosmologie physique du XXe siècle. Revenu à Louvain, il est immédiatement nommé comme professeur de mécanique chez les ingénieurs et professeur de relativité chez les mathématiciens et les physiciens, et il aura une longue carrière, puisque entre 1925 et 1964, date de son éméritat, il enseignera à toutes les générations d'ingénieurs, de physiciens et de mathématiciens. De sa carrière de professeur, on retiendra l'extrême amabilité et l'extrême gentillesse de l'abbé, puis le chanoine, puis Monseigneur Lemaître, donnant sans compter les points à tous les étudiants, y compris à ceux qui n'ouvraient pas la bouche à l'examen. Georges Lemaître était connu pour oublier qu'il avait examen, et plusieurs témoignages rapportent des situations où, au mois de juin, ayant oublié de se rendre à l'examen, et puis voyant au bout de 3 heures une file d'étudiants devant un local, découvrant que ces étudiants venaient pour son examen, disait haut et fort dans les couloirs, 13 pour tout le monde. Georges Lemaître donnait des cours extrêmement sophistiqués, à très, très haut niveau. Il lui arrivait fréquemment de se tromper d'auditoire, donnant en première année ce qui devait être en dernière et inversement, commentant en latin des passages de Gauss, en grec l'arithmétique de Diophante, oubliant que les étudiants ingénieurs n'étaient pas des spécialistes en grec et en latin. Ces cours, paraît-il, étaient toujours assidûment suivis, car Georges Lemaître riait de bon cœur, et les gens, disait-on, venaient le voir rire plutôt que de voir les équations qu'il écrivait au tableau. Vous voyez ici un cours sur le pendule.
c'est un sujet qu'il affectionnait particulièrement, donné aux étudiants et faisant intervenir les fonctions elliptiques qu'il aimait par-dessus tout. Alors, Georges Lemaître fut reconnu pour ses contributions importantes pour la cosmologie, et cela lui valut des tas de prix, dont le prix Francky, belge, sur la suggestion d'ailleurs d'Einstein. Ceci, c'est une lettre que j'ai extraite du dossier de Georges Lemaître à Louvain, et vous voyez la signature ici d'Einstein, proposant l'abbé Lemaître au prix Francky, mais Lemaître aussi aura la médaille Mendel, d'ailleurs un peu après Théard de Chardin. Il sera couvert de distinctions scientifiques, reconnu par toute la communauté comme un des tout grands physicien du XXe siècle. Lemaître était donc ce tout grand physicien du XXe siècle dont on va évoquer les travaux. C'était l'ami d'Einstein. Après une période de froid, nous allons voir pourquoi, ils étaient d'excellents amis. Einstein ayant dit, vous savez qu'Einstein a quitté l'Allemagne, donc en 1933, il a été hébergé en Belgique sous la protection de la famille royale. Il y est resté pendant un petit temps, et durant l'année où il reste en Belgique, il donne des séminaires. Et il y avait énormément de monde, parce que tout le monde voulait voir Einstein, mais peu comprenaient, et dans la presse de l'époque, on a demandé à Einstein, mais sur les 100 personnes qui étaient présentes à la conférence, combien ont compris ce que vous avez dit? Alors Einstein a répondu, peut-être 2, le professeur de Donder de Bruxelles, peut-être, l'abbé Lemaître, sûrement. Donc en fait, c'était un des seuls qui pouvait discuter de plein pied avec Einstein de questions cosmologiques. On le voit ici discuter au Mont Palomar avec Edwin Hubble, mais pour nous, Georges Lemaître était aussi un prêtre. Et c'est bien là l'intérêt du personnage. Un prêtre, et un prêtre profondément attaché à son sacerdoce. Je vais décrire comment, et je vais en décrire les contours de la personnalité sacerdotale de Lemaître. On le voit ici revêtu de l'habit canonial, des chanoines honoraires du chapitre de la cathédrale Saint-Rombaud à Malines, à côté de Monseigneur Van Rouy, qui était le primat de Belgique à l'époque, lors d'une visite pastorale dans sa paroisse. Et on le voit ici, revêtu de la capa de prélat, car Jean XXIII l'avait fait prélat de la maison de sa sainteté lors de sa nomination en 1960, comme second président de l'Académie pontificale des sciences, et on le voit ici en 1960, en audience particulière avec les académiciens pontificaux. Jean XXIII avait tenu à ce que Georges Lemaître soit nommé le second président de cette académie d'ailleurs singulière, puisque c'est une académie qui n'est pas une académie de l'Église catholique, c'est une académie qui est d'ailleurs qui sélectionne ses membres sur la base de la notoriété scientifique. Donc à cette époque comme aujourd'hui, elle compte tous les prix Nobel de la planète dans une seule classe, toutes disciplines confondues, et c'est une académie qui est placée sous la responsabilité du pape directement, et qui admet en son sein des gens sans distinction de religion, de conviction, avec le seul critère d'excellence scientifique. Et cette académie se situe dans les jardins du Vatican, un peu, donc pas tellement loin de la coupole de Saint-Pierre, Pie XI ayant voulu que, à côté de son sénat cardinaliste, disait-il, je veux un sénat de scientifiques qui me tiennent au courant des avancées de la science contemporaine. Eh bien, Georges Lemaître, qui avait d'ailleurs la confiance à l'époque de Pie XI puis de Pie XII, devint le deuxième président et, jusqu'à sa mort, œuvra à développer les activités de cette académie. Donc, Georges Lemaître, très très grand scientifique, mais aussi prêtre, profondément attaché à son sacerdoce et pleinement attaché à l'Église. Alors, je voudrais donc, dans mon exposé, envisager ces deux facettes. Les deux facettes n'étant d'ailleurs pas très très bien connues pour des raisons que je vais envisager. Alors, je vais d'abord souligner l'aspect scientifique. Alors, Georges Lemaître s'est intéressé aux données de l'astronomie de l'époque, et le gros problème à l'époque de Lemaître, je veux dire début des années, mettons 20, c'est que on commence
par le raffinement des méthodes, l'instrumentation astronomique, on commence à se rendre compte que ce que l'on croyait être des nuages de gaz, dans notre galaxie, puisqu'on appelait galaxie uniquement la Voie lactée à l'époque, ce qui étaient des nuages de gaz, et qui avait d'ailleurs été classifié par un astronome français, Messier, eh bien, étaient en fait des ensembles d'étoiles. Le raffinement des méthodes photographiques permet alors de détecter l'existence d'autres galaxies. Et puis, le développement d'autres galaxies, comme celle que vous voyez ici, et ceci c'est la nébuleuse d'Andromède, donc c'est la galaxie qui est proche de nous, qui est une galaxie spirale. Si on la voyait du dessus, on verrait ceci. Des galaxies, ce sont des amas d'étoiles dans lesquels des étoiles se forment. Vous avez ici une petite vue de ce qu'on peut voir de la formation des étoiles au sein des galaxies aujourd'hui. Et aujourd'hui, on estime le nombre de galaxies dans l'univers observable à peu près 100 milliards, donc avec 100 milliards d'étoiles par galaxie. Mais à l'époque du temps de Lemaitre, on commence à en découvrir 4, 5, puis une dizaine. Et le gros problème, c'est que tous les astronomes sont surpris, comme les physiciens, parce que en observant le mouvement des galaxies lointaines, on s'aperçoit que toutes les galaxies s'enfuient à toute vitesse, avec une vitesse proportionnelle à leur éloignement par rapport à la Terre. Mais qu'a donc fait la Terre pour mériter un tel dégoût, si vous voulez? Toutes les galaxies s'enfuient à toute vitesse, dans toutes les directions, fouillant la Terre. Ce phénomène était inexplicable, d'autant plus que dans une perspective qui a renoncé au géocentrisme, on ne pouvait pas admettre une chorégraphie aussi organisée autour de la Terre. Donc pas d'explication à l'époque de Lemaitre, Einstein n'ayant d'ailleurs trouvé aucune explication, lui-même ayant expliqué dans sa relativité générale que l'univers devait être une espèce de sphère, disons-le comme ça, de sphère de rayon constant, dans lequel tout devait se passer, avec des mouvements d'étoiles, de galaxies, etc. Mais l'univers lui-même était comme un grand tout immuable. Alors pourquoi pensait-il ça? Parce que ces équations lui avaient donné cela comme solution, ça c'est une première réponse, mais ça l'intéressait énormément, cette solution. Il n'en avait d'ailleurs pas cherché d'autres pour la raison suivante, c'est que Einstein est finalement, au niveau philosophe, spinoziste. Quand on lui demande « Êtes-vous croyant ?», il dit « Oui, je suis croyant, je crois au Dieu de Spinoza, je crois au Deus sive natura, Dieu c'est le grand tout de la nature, Dieu est parfait, la nature est parfaite, elle est donc immuable, elle ne peut pas bouger, donc l'univers doit rester toujours semblable à lui-même, l'univers ne peut pas varier. » Ce qui varie, ce sont les choses à l'intérieur de cette grande monade qu'Einstein d'ailleurs associe volontiers au Dieu de Spinoza. Et donc, pas d'explication puisque on ne comprend pas pourquoi ces galaxies ont ce comportement. Et le premier qui va expliquer cette chorégraphie galactique, c'est l'abbé Lemaitre. Parce que l'abbé Lemaitre connaît assez la relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein, pour en découvrir toute une série de solutions. Et les solutions des équations d'Einstein, ce sont d'une certaine manière toutes les formes possibles des univers avec toutes les formes possibles de leur évolution dans le temps. Et Lemaitre connaît bien la solution des équations d'Einstein et en même temps il est au courant des données astronomiques. Et en 1927, alors qu'il est rentré à Louvain, il fait la jonction, pourrait-on dire, et c'est ça l'originalité de Lemaitre, il fait la jonction entre les données astronomiques de Hubble sur les vitesses et les distances des galaxies et, d'autre part, les solutions des équations d'Einstein. Et il écrit un article qui sera son article majeur, un de ces deux articles majeurs, que vous voyez ici, je l'ai extrait des papiers personnels de Georges Lemaitre, et ce sont les épreuves, les corrections des épreuves de cet article de 1927 qui entend expliquer le phénomène de Hubble. Alors, quelle est l'explication que donne l'abbé Lemaitre? Eh bien, l'explication, vous l'avez ici. Alors, cette explication est relativement simple. Imaginez que l'univers soit un ballon. Un ballon. En réalité, c'est une structure à 3 dimensions, mais peu importe. Supposons que l'univers soit un ballon. Comment expliquer la chorégraphie des galaxies? Bien, supposez que les galaxies soient les points rouges ici. Les points rouges sont sur le ballon, ça veut dire les galaxies sont posées dans l'univers. Bon. Alors, si l'univers est statique,
rien ne se passe, si le rayon de l'univers reste constant, il ne se passe rien. Les galaxies ne bougent pas les unes par rapport aux autres, l'univers ne change pas. Mais imaginez qu'à un certain moment, l'univers qui avait un rayon constant commence à avoir un rayon qui augmente de manière exponentielle. Ici, ça veut dire le ballon commence à gonfler. Si le ballon gonfle, que remarque-t-on? La distance entre les galaxies augmente, mais vous voyez ici que ce ne sont pas les galaxies qui bougent, la galaxie qui est au nord reste au nord. La galaxie ne bouge pas par rapport à l'univers. La galaxie qui est à l'équateur ne bouge pas. La galaxie ne bouge pas par rapport à l'univers. C'est plutôt l'univers qui gonfle et emmène les galaxies fixées sur lui à des distances de plus en plus grandes avec l'éloignement. Et le maître trouve une solution des équations d'Einstein correspondant à un univers qui gonfle avec le temps, et il se dit, mais voilà la solution, ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est l'univers qui gonfle, qui emmène les galaxies avec lui, et les distances augmentent. Vous voyez ici que la distance ici, là et là augmente, et tous les points, si vous mettez en ce point-ci, vous voyez tous les points autour de vous s'éloigner de vous. Si vous êtes sur ce point-ci, le ballon augmente, tous les points qui sont dans le voisinage s'éloignent de vous de la même façon. Donc, dans tous les points de l'univers, sur tous les points du ballon, si vous êtes en un point du ballon, vous voyez tous les autres s'écarter de vous dans toutes les directions avec des vitesses proportionnelles à l'éloignement. Et voilà l'explication. Le maître publie cette solution et montre que la loi de Hubble, disant la vitesse des galaxies est proportionnelle à l'éloignement, et l'éloignement est lié à l'augmentation on pourrait dire, du volume de l'univers, eh bien, il publie en 1927 cette explication, et il est le premier à avoir découvert l'explication de la fuite des galaxies. Alors souvent, on dit, c'est l'explication du décalage vers le rouge des galaxies. Pourquoi? Parce qu'on mesure la vitesse des objets célestes par le décalage vers le rouge de la lumière, ou vers le bleu, de la lumière qu'elles émettent. C'est l'analogue de ce qu'on appelle l'effet Doppler en acoustique. Donc si vous êtes le long d'une route et que vous avez une moto qui vient vers vous, le son semble plus aigu quand elle vient vers vous, et puis quand la moto vous quitte, le son devient plus grave. Alors, plus aigu dans la lumière, c'est plus bleu. Plus grave dans la lumière, ça veut dire plus rouge. Donc, si la lumière d'une étoile vous paraît plus rouge que normal, ça veut dire que l'objet lumineux vous quitte. Si elle paraît plus bleue, c'est que l'objet se rapproche. Et à l'époque, on avait mesuré les vitesses, les décalages vers le rouge ou vers le bleu des objets, et on avait remarqué, par exemple, que la nébuleuse d'Andromède se rapproche, mais c'est lié à un mouvement local, qui est lié au mouvement des galaxies dans les environs de la Voie lactée, mais toutes les galaxies lointaines ont des décalages vers le rouge. Et la formule qui donne ce décalage vers le rouge a été expliquée pour la première fois par l'abbé Lemaître. Et tout content, l'abbé Lemaître publie ce résultat l'année du congrès Solvay, où Einstein a été accepté parmi les membres organisateurs. Et Georges Lemaître, l'abbé Lemaître, très content de son résultat, s'en va à Bruxelles rencontrer Einstein présent au congrès Solvay. Et il le rencontre par l'intermédiaire d'un de vos compatriotes, je m'adresse aux Suisses, c'est le professeur Picard. Le professeur Picard, bien connu pour ses explorations en ballon, dans des sous-marins, etc. Bathyscaphe. Le professeur Picard, qui était en Belgique à l'époque, et le professeur Picard, voyant un jeune physicien enthousiaste, lui dit « Mais venez, nous allons aller en taxi visiter mon laboratoire », et j'emmène le professeur Einstein, et la conversation s'engage. Le jeune Lemaître dit « Avez-vous lu mon beau petit papier que je viens de publier ?» Et Einstein lui répond « Bien entendu, je suis au courant. » Et il lui dit « Vos calculs sont parfaits, mais votre physique est abominable. » Et Einstein commence à se fâcher en disant que c'est pas possible, c'est que physiquement l'univers ne peut pas bouger, ça n'a pas de sens, c'est des belles mathématiques, mais ça ne vaut rien d'un point de vue de la physique. Et voyant que la situation devient tendue, le professeur Picard s'est mis à parler en allemand. Et comme ça se passait en français avant, et comme l'abbé Lemaître ne pratiquait pas couramment l'allemand, il n'a plus pu participer à la discussion, et
entre 1927 et 1930, on n'a plus entendu parler du résultat de Georges Lemaître. Jusqu'au jour où Eddington, rappelez-vous Eddington, son professeur, a écrit dans un journal scientifique anglais, tiens, existerait-il quelque part dans la relativité une explication de la loi de Hubble? Nous sommes en 1930. Bon. Et l'abbé Lemaître, vexé, immédiatement lui écrit, mais enfin, comment pouvez-vous demander ça? Puisque ça fait 3 ans que j'ai publié le résultat, et en plus je vous ai envoyé l'article. Et Eddington réalise à ce moment-là qu'effectivement il l'a reçu, mais que jamais il ne l'a lu, et qu'il ne l'a pas lu parce que, d'une certaine manière, ce sujet n'intéresse personne. Et pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que Einstein a décidé dans la communauté des physiciens que c'était un sujet parfaitement inintéressant. Alors, d'autres en ont fait les frais, et ça a d'ailleurs empêché Georges Lemaître d'être au courant que, quelques années auparavant, un Russe, Alexander Friedman, avait lui-même trouvé dans les équations d'Einstein, des modèles d'univers en expansion et en contraction. Et le pauvre Friedman avait envoyé son papier à Einstein. Einstein lui avait répondu, ce n'est pas possible, il y a sûrement dans votre article des erreurs de calcul. On sait maintenant que Einstein n'a jamais refait les calculs de Friedman, mais a priori, il avait décidé que sûrement, il devait y avoir une erreur de calcul. Le pauvre Friedman s'en alla tout triste. Comme il faisait aussi de la météorologie et qu'il allait souvent en haute altitude faire des observations, il prit froid, il attrapa une bronchite dont il mourut, et le pauvre ne connut jamais la gloire de sa découverte des univers en expansion. Et Lemaître n'apprit jamais, avant 1929, de la bouche d'Einstein d'ailleurs, que ces solutions existaient déjà. Mais Friedman, lui, n'avait pas fait la connexion avec les données observationnelles, donc on pourrait dire que l'abbé Lemaître est vraiment, lui, le premier qui a osé transgresser l'interdit einsteinien pour supposer que l'univers a une histoire et qu'avec cette histoire, on peut expliquer des tas de choses, dont la loi de Hubble. Alors, vous voyez que cet univers, d'une certaine manière, n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire qu'il se prolonge dans le passé, jusqu'à un temps moins l'infini, et c'est un univers dans le passé qui ne bouge pas. Vous voyez, le rayon reste constant. Eh bien, ça correspond à l'univers d'Einstein. Alors ici, l'univers gonfle, son volume augmente, comme la masse est constante, que le volume augmente, la densité tend vers 0. Ici, c'est un univers où la densité est nulle, un univers en expansion, mais où la densité est nulle. Ça, c'est la deuxième cosmologie qui avait été trouvée en 1917, une cosmologie de De Sitter. De Sitter était un astronome très connu de Leyde, et ces deux personnages, Einstein et De Sitter, avaient trouvé la même année 2 cosmologies qui correspondent aux 2 cas limites du modèle de Lemaître. Alors l'abbé Lemaître était très content, puisqu'il avait trouvé un modèle qui réconciliait les 2 cosmologies des 2 plus grands cosmologistes de l'époque. Mais dans ce modèle, ni commencement ni fin physique. Et ce qui lui faisait dire à la fin de sa vie, parce qu'il va avoir de plus en plus d'ennuis, on lui dira « mais vous avez fait une physique », puisqu'il va être le père de la théorie du Big Bang, vous avez fait une physique pour, d'une certaine manière, soutenir votre théologie. Et Monseigneur Lemaître disait « mais non, vous ne pouvez pas me reprocher ça. Regardez, quand j'étais jeune, mon premier modèle, c'était un modèle sans création ni jugement dernier, disait-il en rigolant. » Parce qu'il savait que le commencement n'a rien à voir avec la création et que le jugement dernier n'a rien à voir avec une asymptote, si vous voulez, au sens des mathématiciens ou de la physique. Mais nous allons voir pourquoi Georges Lemaître va être la cible d'attaques qui sont en partie responsables de l'oubli de Georges Lemaître, qui seulement maintenant est redécouvert dans toute sa vérité scientifique. Donc ici, il n'est pas question d'origine, ni de fin. Donc la question du Big Bang ne se pose pas. Mais est-ce à dire que Georges Lemaître n'y pensait pas? Bien sûr que non. Comment peut-on imaginer que Georges Lemaître, qui a des préoccupations fondamentales en sciences et en même temps a des préoccupations de type philosophique et religieuse, ne se pose pas la question de l'origine? Eh bien, longtemps, on n'a rien su de ces préoccupations. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de documents et on ne connaissait rien de la période de guerre de Georges Lemaître. Alors vous avez ici le jeune Lemaître qui est ici en habit d'artilleur avec sa batterie sur l'Isère et ici en uniforme d'adjudant d'artillerie. Il ne finira jamais officier en fait, contrairement à son frère, pour une raison bien simple qu'il expliquera, c'est-à-dire qu'il s'était permis de corriger publiquement
les erreurs de calcul de son professeur de balistique. Et suite à ça, il ne fut jamais promu officier. Mais la période de guerre de Lemaître est une période extrêmement intéressante. Donc, dans les années peu après les années 2000, ayant un peu fouillé la littérature et la biographie de Georges Lemaître, une série de documents datant de la guerre de 14 sont revenus à la surface. Donc des tas de personnes ont dit, mais je connais des gens qui ont des archives datant de la guerre de 14 où on voit les écrits de Lemaître. Et dans les archives et les correspondances des camarades de tranchée de Lemaître, on trouve des choses extraordinaires. Lemaître s'est confié à ses amis de tranchée et, entre autres, l'un d'eux écrit en 1917 dans son journal de campagne « Lemaître changera toute la science, il bâtira une puissante et magnifique cosmogonie ». Donc on est en 1917, Lemaître n'a pas encore fait des études de mathématiques, de physique poussées, il n'a même pas encore étudié la relativité, et on dit déjà de lui, Lemaître changera toute la science. Donc aspect visionnaire, mais on dit aussi de lui, c'était un mathématicien mystique et ascète, diront ses camarades de tranchée. Car entre deux tirs d'artillerie, le jeune Lemaître part avec ses livres dans des trous d'obus, où il se réfugie pour lire quoi? Pour lire la Genèse, le livre des psaumes et les ouvrages de Poincaré. Et il essaye, à l'époque, de méditer sur les premiers versets de la Genèse, en essayant de comprendre le lien entre ces premiers versets de la Genèse et certaines idées physiques de Poincaré. Car Poincaré se demande quelle est l'essence même de la matière, est-ce que c'est l'électricité ou est-ce que c'est le rayonnement, la lumière? Il a d'ailleurs écrit un livre, Électricité et optique, que Georges Lemaître tient dans sa musette d'artilleur, et il refait les calculs après chaque combat. Et on peut suivre dans son livre, il note la position de sa batterie sur le front, et après avoir noté la position de sa batterie, on voit qu'il commence chaque fois avec son crayon les calculs et refait tous les calculs de Poincaré. Donc il a passé son temps à refaire tous les calculs du livre de Poincaré, tout en se déplaçant avec sa batterie et en faisant les batailles les plus dures de l'Isère. Donc Lemaître pensait déjà à l'époque à des questions extrêmement fondamentales, et la personne la plus célèbre à laquelle il confie ses réflexions, ce n'est autre que Léon Bloy. Il va entretenir avec Léon Bloy une correspondance, et lors de ses permissions, il se rendait à Paris, à Bourg-la-Reine, dans le petit pavillon occupé par Léon Bloy, le parrain des Maritains, Léon Bloy, auquel Péguy avait laissé sa maison avant de partir et de mourir sur le front. Eh bien, Lemaître fréquente la maison de Léon Bloy, s'intéresse aux écrits de Léon Bloy, essaye de retirer quelque chose de son exégèse symbolique pour l'appliquer au premier verset de la Genèse et pour comprendre, d'une certaine manière, de façon symbolique, la physique de son temps. Léon Bloy, considérant que ses travaux étaient de nature relativement concordiste, lui dira « mais au lieu de faire de la physique, étudiez plutôt les pères de l'Église ». Alors, bien sûr, Lemaître ne suivra pas entièrement les conseils de Léon Bloy, heureusement, mais il évoluera dans sa conception des rapports entre science et foi. Mais ce qui est sûr, c'est que dès la guerre de 14, Lemaître est fasciné par la question, est intéressé profondément par la question du commencement et de l'origine. Et ce qui va le mettre sur la piste scientifique de la question de l'origine de l'univers, ce sont les travaux de ce monsieur qui n'est autre que Millikan. Millikan, c'est un prix Nobel de physique qui est connu pour avoir mesuré la charge de l'électron. Il rencontre ici Lemaître et Einstein à Pasadena, donc près de l'université de Berkeley, en Californie. Et Millikan s'intéressait beaucoup aux rayons cosmiques. Et il prétendait que les rayons cosmiques, c'était du rayonnement qui venait du fin fond de l'univers. Il croyait d'ailleurs, lui, que c'était du rayonnement électromagnétique. On sait aujourd'hui que ce sont des particules chargées, mais peu importe. Mais l'idée, c'est que du rayonnement venait du fin fond de l'univers. Et ça intéresse beaucoup Lemaître, parce que Lemaître, ayant lu Poincaré, ayant médité sur le fiat lux, se dit, mais l'origine de tout, ce n'est pas l'électricité, c'est la lumière. Au commencement était la lumière. Et
il l'écrit quelque part dans un petit recueil qu'il intitule Les 3 premières paroles de Dieu. Et quand il trouve chez Millikan l'idée que du fin fond de l'univers provient une lumière, un rayonnement électromagnétique, il est tout emballé par cette hypothèse, il la développe, il la traduit en termes relativistes et il écrit un tout petit papier dans lequel il dit l'origine profonde de toute la matière de l'univers, ce doit être du rayonnement, une quantité initiale de rayonnement. Et lorsque son professeur Eddington publie en 1931 dans Nature, dans la célèbre revue Nature, un article intitulé, voyez, The End of the World from the Standpoint of Mathematical Physics, il écrit ceci. Philosophiquement, la notion de commencement de l'ordre présent de la nature est pour moi répugnante. Voilà ce qu'écrit le professeur de Lemaitre. Alors pourquoi? Eh bien, Eddington réfléchit sur l'idée d'un univers en expansion. Et il se dit, si nous passons le film à l'envers, alors l'univers en expansion, en réalité, dans le passé, se contracte de plus en plus, et il doit exister un état où l'univers est réduit à un état très condensé, mais alors, ce serait un état qui ne pourrait plus reculer. Ce serait donc le commencement de l'univers. Mais Eddington croit, lui, que cette description du commencement, c'est l'acte créateur. Il est persuadé que la physique vient, avec cet état initial, de mettre le doigt sur l'acte créateur. Or, Eddington, comme je l'ai dit, est un Quaker. Et les Quakers, ont cette conception d'une révélation purement intérieure. La foi est du domaine uniquement de la révélation privée et intérieure, et la foi ne passe pas par la médiation d'une révélation extérieure ou d'une réflexion sur la nature, etc. Chez les Quakers, il n'y a pas de voie vers l'existence de Dieu à partir d'une observation empirique du monde, si vous voulez. On ne trouve pas l'équivalent des voies, des 5 voies de saint Thomas. Pourquoi? Parce que la révélation est purement intérieure. Or, Eddington constate ici qu'on mélange quelque chose qui est de l'ordre théologique, qui pour lui est purement intérieur, avec quelque chose qui est de la physique et qui relève de l'observation extérieure des phénomènes empiriques. Donc c'est un mélange inconvenant de genres qu'on ne peut pas tolérer, et c'est pour ça qu'il dit cette origine de l'état présent de l'univers est pour moi répugnant. Et ceci déclenche la préhistoire de la théorie du Big Bang. Pourquoi? Parce que le maître qui lit tout ce qu'Eddington écrit, en bon élève d'Eddington, réagit immédiatement et dit « mais non, c'est pas possible ». Et 2 mois après, publie dans la même revue un article au titre symétrique « The Beginning of the World, from the point of view of quantum theory ». Et il lui répond que, dans le fond, ce n'est pas du tout répugnant, parce que le commencement de la nature, au sens des physiciens, c'est un état initial de la physique. Ce n'est pas un commencement au sens, un surgissement ontologique ou une création. Car le maître sait bien, par son année passée à l'Institut Saint-Thomas à Louvain, que création et commencement, ce n'est pas la même chose. La création est, dans le fond, la réponse à la question quelle est l'origine de l'existence? Et saint Thomas répond la création, voilà la réponse, c'est une relation métaphysique par laquelle Dieu pose et soutient le monde dans son existence. C'est une relation, c'est-à-dire la création, c'est maintenant, c'est hier, parce que le monde existait hier, et c'est demain si Dieu le veut. Ce n'est donc pas une question de moment. La création n'est pas une question de moment. Le temps est créé. Le temps n'est pas l'arrière-fond sur lequel se poserait une création. Création et commencement sont 2 choses différentes, et saint Thomas, d'ailleurs, dès le Moyen-Âge, se pose la question de savoir, est-ce que, logiquement, on n'aurait pas pu imaginer un monde créé, mais qui n'avait pas commencé? Et saint Thomas dit, logiquement, on pourrait imaginer cette situation, que Dieu pose un monde dont l'extension temporelle n'a ni commencement ni fin. Mais, dit saint Thomas, quod mundum non semper fuisse, sola fide tenetur. Ça relève de la foi. Mais la physique comme telle ne peut pas mettre la main sur cette relation métaphysique qui pose et soutient le monde dans son être. Ça, le maître le sait mieux que tout le monde, en bon thomiste. Et il répond à son maître, il n'y a pas de raison de s'en faire,
ce que la physique décrit, c'est un état initial physique. Et donc, il n'est pas répugnant, et on peut le décrire par la physique. Et c'est là un peu le paradoxe. C'est le Lemaître prêtre qui donne ses lettres de noblesse à un concept que tout le monde croit théologique, alors qu'il a une autonomie par lui-même, une autonomie physique. Et le maître se battra pendant toute sa vie pour défendre l'autonomie scientifique de ce concept, sans bien sûr nier la pertinence du concept de création, mais pour éviter que la création ne soit réduite à un mécanisme physique. Car si vous réduisez la création à un mécanisme physique, alors vous mettez la main sur Dieu et il n'y a plus besoin de théologie, la physique suffit. Ce que les physiciens contemporains comme Hawking diraient, puisque Hawking disait « Le jour où nous aurons l'équation ultime du tout, nous aurons compris la pensée de Dieu ». Mais ça, le maître était aux antipodes d'une position. Et quand on lui disait « Et Dieu, est-ce que Dieu a affaire avec cela ?» il disait « Ça c'est votre Dieu, mais mon Dieu, ce n'est pas ça, car j'ai trop de respect pour Dieu que pour le transformer en une hypothèse scientifique, disait-il. » Alors, à l'origine de cette réaction, il y a bien sûr cet article d'Eddington, mais il y a aussi la conviction de Lemaître que l'on peut décrire un commencement naturel de l'univers tout en respectant le concept de création. Et cette idée est une idée centrale chez Lemaître depuis sa jeunesse, comme je vous l'ai montré, par sa période de guerre. Et cette idée va donc se concrétiser dans ce qu'on appelle l'hypothèse de l'atome primitif. Alors je suis très heureux de le montrer ici aujourd'hui, car l'origine de ce livre, qui a popularisé l'hypothèse de l'atome primitif, résulte d'une conférence qui s'est passée pour la première fois qui a été prononcée eh bien ici, à Fribourg. Donc c'est en 1945 que le chanoine Lemaître, il est fait chanoine dès les années 30, en 1935, par le cardinal Van Drouy à l'époque, c'est ici, à Fribourg, que Lemaître a prononcé à la Société helvétique des sciences son discours sur l'hypothèse de l'atome primitif. Et était présent un célèbre philosophe et mathématicien suisse, Ferdinand Gonset. Et Ferdinand Gonset va se lier d'amitié avec Georges Lemaître, et c'est grâce, pourrait-on dire, à Ferdinand Gonset que le livre que vous voyez a été publié. Il a été préfacé d'ailleurs par Gonset, et toute sa vie, Gonset va entretenir une relation d'amitié, une relation scientifique profonde avec le chanoine Lemaître. Et vous savez que Gonset était extrêmement intéressé à discuter avec des thomistes, puisque plusieurs fois, à plusieurs reprises, il a participé à des colloques dont il était le centre à Rome, avec une série de philosophes par exemple de l'Angelicum ou de la Grégorienne, sur la question de la philosophie ouverte et la philosophie de saint Thomas. Alors, l'hypothèse de l'atome primitif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'hypothèse de l'atome primitif, c'est en gros ceci. Je vous les montre version Lemaître. J'ai pris ça dans les carnets de calcul de Lemaître, mais pour mieux comprendre, c'est ceci en réalité. L'hypothèse de l'atome primitif, c'est dire ceci. Toute l'origine de la matière et du comportement de l'univers dérive, pourrait-on dire, d'un état initial où toute l'énergie et la matière sont condensées. Alors vous voyez, la réminiscence de l'idée, au commencement, était le rayonnement. Maintenant, quand on met un peu de mécanique quantique, rayonnement et matière, corpuscule ou onde, les deux concepts sont complémentaires. Et donc, dire un paquet de lumière ou dire un paquet de matière, on peut jouer sur les deux. Et ce qui était le paquet de lumière du jeune Lemaître est devenu un quantum d'énergie-matière, pourrait-on dire. Et toute l'énergie-matière de l'univers est concentrée dans un quantum, et ce quantum se désintègre, dira Lemaître. Et du fractionnement de ce quantum surgit la matière de l'univers. Et mais avant n'a pas de sens, parce que le temps jaillit du fractionnement de l'atome primitif. C'était un aujourd'hui qui n'avait pas d'hier, dit le chanoine Lemaître, parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. C'est un jour qui n'avait pas d'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. Et de fait, c'est l'atome primitif qui, se fractionnant, donne des points matériels qui tissent la surface d'espace et en donne l'évolution temporelle. Donc, Lemaître a déjà l'idée
d'une description de l'émergence de l'espace, du temps et de la matière à partir d'un état, non pas chronologiquement antécédent, ce serait contradictoire, mais logiquement antécédent. Alors ça, c'est une idée extrêmement puissante qui est développée aujourd'hui pour comprendre des modèles de genèse de l'espace, du temps et de la matière à partir d'états décrits mathématiquement, donc logiquement antérieurs, mais bien sûr pas temporellement antérieurs, puisqu'il s'agit de rendre compte du surgissement de l'espace, du temps et de la matière. Alors, Georges Lemaître couple ça à une solution des équations d'Einstein que vous voyez ici, où l'univers décélère dans un premier temps, se stabilise un petit peu, et puis reprend une accélération. Eh bien, ce modèle-là, c'est le modèle que nous avons aujourd'hui. C'est exactement la courbe évolutive de l'univers que les astronomes ont aujourd'hui. Et Lemaître avait dit, nous sommes ici, dans la phase de réaccélération, et c'est ce que les astronomes ont depuis 10 ans, plus ou moins, disons un peu moins, découvert. Donc nous sommes maintenant dans une phase où l'univers réaccélère. Par des mesures sur les supernovae lointaines, donc les supernovae ce sont des explosions d'étoiles très lointaines, 12 milliards d'années-lumière de nous, donc la lumière qui part, c'est quand même c'est longtemps avant, c'est 7 milliards d'années avant la formation du système solaire, donc nous voyons encore ces grandes explosions. Il faut dire que la supernova donne en explosion quasiment ce que, mettons sur un jour, donnerait toute l'énergie que donne le Soleil pendant des dizaines, peut-être des dizaines d'années. Donc l'explosion supernova est extrêmement puissante. C'est une étoile arrivée en fin de vie qui éjecte toute sa matière avec grande puissance. Et ça, on voit ces explosions. Et en mesurant certaines choses sur les supernovae lointaines, on peut donner une idée de l'accélération ou non de l'univers, et on s'aperçoit que la phase actuelle de l'univers est une phase de réaccélération. Georges Lemaître a été le premier à dire la courbe de l'univers c'est ça, l'évolution temporelle de l'univers c'est ça, et l'ordre de grandeur de l'âge de l'univers c'est de l'ordre de 10 milliards d'années, ce qui est le bon ordre de grandeur, puisqu'on estime entre 10 et 15 milliards d'années l'âge de l'univers aujourd'hui. Alors dans cette phase-ci, la matière se pulvérise, s'agrège pour donner les grandes structures, galaxies, amas de galaxies, etc., qui se séparent ensuite, suivant la loi de Hubble, lors de la phase de réaccélération. Donc, Georges Lemaître, en fait, avait pratiquement toutes les idées correctes de la cosmologie d'aujourd'hui. Il avait même suggéré que, puisqu'il y a une désintégration primitive, il doit rester des morceaux de cette désintégration. Et si vous connaissez les caractéristiques des morceaux, des produits de désintégration ici, alors vous pourrez, dit Lemaître, reconstruire l'histoire de l'univers. Ces morceaux subsistants de l'explosion initiale pourraient, dit Lemaître, être ces hiéroglyphes qui, déchiffrés, nous donneraient accès à l'origine de l'univers. Il est donc le premier à avoir prévu l'expansion de l'univers, d'avoir prédit un commencement hautement dense de l'univers, d'avoir prédit le premier l'existence d'un rayonnement fossile. Seulement, bon, on ne peut pas avoir raison en tout, c'est déjà pas mal, si vous voulez, d'avoir trouvé tout ça en 1931, alors que les vérifications de ceci remontent aux années 90. C'est dans les années 90 seulement qu'on aura accès à ceci. Eh bien, Lemaître avait raison sur pratiquement toute la ligne. La cosmologie aujourd'hui donne raison à Georges Lemaître sur pratiquement tous les points. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sauf peut-être sur la nature du rayonnement fossile. Pourquoi ? Parce que Georges Lemaître avait dit le rayonnement fossile, ce sont les rayons cosmiques. Donc pour lui, les restes des premiers moments de l'univers, c'était les rayons cosmiques que Millikan détectait en haute altitude ou à l'observatoire de la Jungfrau, etc. Mais en réalité, les rayons cosmiques sont émis, non pas par les premiers moments de l'univers, mais sont émis dans le système solaire, etc. Georges Lemaître n'avait pas la bonne nature du rayonnement cosmique. Elle ne viendra que bien plus tard, en 64, 65. On voit ici une photographie. Mais l'histoire de l'univers, en gros, Lemaître l'avait. Début extrêmement dense, évolution par expansion de l'univers et reste d'un rayonnement datant des premiers moments de l'univers. Aujourd'hui, on sait que ce rayonnement n'est pas les rayons cosmiques, mais un rayonnement qui résulte du découplage du rayonnement
de la matière, si vous voulez. Dans les premiers moments de l'univers est tellement dense, tellement condensé, que les rayonnements qui sont émis rencontrent toujours une particule de matière. Il y a tellement de matière que le rayonnement touche toujours la matière quelque part. Et donc le rayonnement ne parvient pas à sortir de la matière, l'univers est tout à fait sombre. Mais 300 000 ans après le début de l'univers ayant subi une expansion, la matière, les particules de matière s'éloignent, les électrons retombent sur les noyaux, les atomes se forment, il y a du vide qui apparaît, hop, le rayonnement peut sortir de la matière. Et à ce moment-là, l'univers à 3000 degrés, l'univers devient transparent, une bouffée de rayonnement sort de cet état, et nous avons aujourd'hui une mesure de ce qui reste de cette bouffée de rayonnement, et nous avons donc une photo de l'état de l'univers 300 000 ans après le début de l'univers, et sur cette photo, que je vais vous montrer tout à l'heure aussi, sur cette photo, on voit déjà germer des petites fluctuations qui sont les germes des galaxies naissantes. Donc Georges Lemaître avait pratiquement bon sur toute la ligne, il avait commis quelques erreurs bien compréhensibles, mais ces erreurs, toute erreur faite par un grand scientifique est toujours merveilleuse. Parce que, en se trompant, le grand scientifique fait toujours des choses exactes. Donc, en croyant retracer l'histoire de l'univers, en dessinant les formes des orbites des rayons cosmiques dans le champ magnétique de la Terre, que faisait le maître? Le maître bâtissait la théorie exacte des ceintures de Van Allen et comprenait en profondeur les aurores polaires, les aurores boréales et les aurores australes. Puisque les aurores boréales et australes sont formées justement par des phénomènes liés à des particules chargées qui sont piégées dans le champ magnétique de la Terre. Eh bien, le maître a passé entre 1935 et 1964 pratiquement tout son temps de recherche à déterminer la forme exacte des trajectoires des rayons cosmiques dans le champ géomagnétique de la Terre, croyant retracer les premiers moments de l'univers. Et ça, c'est extraordinaire, puisque maintenant nous avons toute la théorie des ceintures de Van Allen, qui a été forgée par le maître, mais pour une autre raison. Et pour faire ça, il avait besoin de beaucoup de moyens de calcul, on ne pouvait pas faire les calculs à la main, et il a fait les calculs sur la première machine à calcul moderne qui se trouvait au MIT et à laquelle Norbert Wiener l'avait introduite. Il s'agissait d'une machine à calcul analogique où vous faites des additions en tournant des disques, un peu à la manière de la Pascaline, la machine à calcul introduite par Blaise Pascal. Et d'ailleurs, Blaise Pascal est un des seuls auteurs que le maître cite, un des seuls auteurs non scientifiques que le maître cite en permanence. On peut se demander pourquoi, mais il y a une ressemblance très très étroite entre le maître et Blaise Pascal. Blaise Pascal, comme le maître, s'intéresse à des données observationnelles et ne fait pas de la spéculation, des grands systèmes de spéculation scientifique. Comme le maître, il s'intéresse au calcul numérique et est passionné par les machines à calcul. Comme le maître, vous verrez, il a un aspect extrêmement, pourrait-on dire, mystique, et sépare science et foi, un peu à la manière d'ailleurs de Pascal. Le maître apprendra sur son lit de mort l'existence de ce rayonnement de fond, l'existence de ce rayonnement parti des premiers moments de l'univers qu'il avait suggéré, et son assistant m'a raconté que sur son lit de mort, allant lui apprendre qu'on avait découvert, grâce à cette antenne, Penzias et Wilson, les ingénieurs de la Bell Telephone, avaient découvert ce rayonnement qui a la même intensité dans toutes les directions, eh bien, Odon Godard, son collaborateur, vient lui apprendre cette découverte, et Monseigneur le Maître, m'a dit Odon Godard, était à la fois extrêmement joyeux et complètement effondré. Donc il était très joyeux parce que de fait on avait trouvé un rayonnement fossile, ce qu'il avait prévu depuis 1931, mais il était complètement effondré d'apprendre que ce n'était pas les rayons cosmiques. Et que depuis 1935, en fait, il travaillait sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec le début de l'univers. Mais si le maître avait été encore en vie en 2006, il aurait mérité largement le prix Nobel. D'ailleurs, dans les années 50, on a envisagé de lui donner le prix Nobel. Malheureusement, en 50, on n'avait pas encore découvert la preuve du début explosif de l'univers. Puisque c'est justement avec le rayonnement fossile 1964-65 seulement, mais le maître meurt en 66, c'est seulement en 65 qu'on a la confirmation du début explosif de l'univers.
Et c'est Smoot and Metter, donc deux personnages qui, grâce aux mesures satellites, ont validé les mesures sur le rayonnement de fond, attestant la vérité du modèle que je vous ai donné, le modèle de la courbe de Lemaître, qui ont reçu le prix Nobel. Mais malheureusement, on n'attribue pas un prix Nobel à titre posthume, sinon il aurait fallu le donner effectivement à Georges Lemaître. Alors, petite anecdote, Georges Lemaître n'a jamais employé le mot Big Bang. Vous savez que Big Bang est une moquerie. C'était une expression qui a été forgée par Fred Hoyle à la BBC pour se moquer de Georges Lemaître. Car entre 1940 et 1964-65, personne dans la communauté des astrophysiciens, de nouveau, ne voulait entendre parler du début de l'univers. Pourquoi? Parce qu'Einstein avait dit à Lemaître, quand vous me parlez de votre hypothèse de l'atome primitif, je ne veux plus vous entendre sur ce sujet-là, c'est de la physique de Curie. Et la plupart des astrophysiciens étaient persuadés que le début physique de l'univers, c'était une manière de récupérer la théologie catholique dans le giron de la physique. Et donc la jeune génération de physiciens, en grande partie issus de cercles marxistes en Angleterre ou en Union soviétique de l'époque, détestait la théorie de Lemaître. Et pour s'en moquer, chaque fois qu'on voyait l'abbé Lemaître arriver dans un amphi, les gens le montraient du doigt en disant « This is the Big Bang Man ». C'est l'homme du grand boom. Georges Lemaître n'a évidemment jamais utilisé cette expression, et par un joli retour de l'histoire, ce qui était une moquerie pour, d'une certaine manière, dédaigner la théorie de Lemaître, est devenu le nom standard pour désigner la réussite de la théorie de Georges Lemaître. Et aujourd'hui, un certain nombre de personnes peuvent dire que, effectivement, Lemaître est le père de la théorie du Big Bang, avec une sorte de clin d'œil. Remarquez que Lemaître était quelqu'un qui n'était pas du tout rancunier, car celui qui l'avait, d'une certaine manière, traîné dans la boue à la BBC, il l'a invité à faire un grand périple dans le sud de l'Italie, et ils ont passé plusieurs vacances ensemble, sans jamais d'ailleurs se disputer, mais tout en sachant évidemment les positions de l'un et de l'autre. Alors curieusement, celui qui avait inventé une théorie pour ruiner la théorie de Lemaître, en fait, avait voulu développer un modèle de début de l'univers, d'expansion de l'univers, sans le Big Bang. Et curieusement, la seule façon de faire un univers en expansion sans Big Bang, c'est de supposer qu'à tout moment, il y a une création continue de matière. Donc, pour éviter la création au début, Hoyle, l'athée, a été obligé de supposer une création continue de protons dans l'univers. Et c'est bien ça le paradoxe de la théorie de l'état stationnaire, mais on sait aujourd'hui qu'elle est fausse. Car les mesures que l'on a fait et que l'on continue par faire par satellite valident le début explosif de l'univers, et le rayonnement de fond montre qu'on ne peut pas avoir une création continue de matière. Alors Lemaître, ceci dit en passant, et je termine la partie scientifique avec ça, Georges Lemaître était un féru de calcul, je vous l'avais dit. Et c'est aussi, on pourrait le considérer comme le premier programmeur informatique de l'Europe. Parce qu'il est le premier à introduire l'informatique à Louvain, et c'est lui qui introduira le premier ordinateur de Belgique. Et il a inventé lui-même un langage de programmation, et on peut le considérer comme le premier informaticien de l'Europe. Il n'y en avait guère à l'époque qui était au niveau de Lemaître. Lemaître programmait sa machine, ici c'est une Burhoff E101, il avait construit une table traçante, il avait inventé un langage de programmation, il enseignait lui-même la programmation à ses étudiants, donc on peut dire que c'est un scientifique tout à fait à la page pour les années 60. Beaucoup de physiciens d'ailleurs venaient faire les calculs sur l'ordinateur personnel de Georges Lemaître. Alors Georges Lemaître a toujours bien séparé cette notion de début physique de l'univers de la notion de création. Malgré toutes les reproches, les critiques qu'on lui faisait, en particulier celle d'Einstein, et vous voyez peut-être ici une tête blanche, c'est Einstein assistant à un séminaire à Berkeley de Lemaître. Lemaître a toujours maintenu que ce qu'il faisait, c'était décrire un état initial physique, et non pas la création. Donc ce qu'il faisait, disait-il, c'est décrire un commencement naturel de l'univers, un commencement naturel, et non pas la création. Ce qu'il disait, disait-il,
je décris le fond de la coupe de champagne. Et le fond de la coupe, si la coupe, les sections horizontales de la coupe représentent des cercles qui s'évasent vers le haut, ça c'est l'image de l'expansion de l'univers, le fond de la coupe, c'est l'image du Big Bang, si vous voulez. Et en dessous du fond de la coupe, il n'y a plus de coupe. Vous ne pouvez pas mettre du champagne en dessous du fond de la coupe de champagne. Et le maître disait, en dessous du fond de l'univers, il n'y a plus de temps parce que le temps a été étranglé par l'espace. Et quand, en relativité espace, on sait que l'espace et le temps sont liés, s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps non plus. C'est un jour, je le disais hier, qui n'avait pas d'hier, parce qu'hier, il n'y a plus d'espace, et s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. On ne peut pas aller plus bas que le commencement de l'univers. Il n'y a pas de point plus au sud que le pôle sud, disait Georges Lemaître. Il s'agit donc d'une description purement géométrique. Et il n'y a pas de raison de faire de la théologie sur le fond d'une coupe de champagne, plutôt que d'en faire sur la coupe tout entière. Alors il donnait facilement l'exemple de la coupe de champagne, car Georges Lemaître estimait que le meilleur médicament, quand on est malade, c'est une petite coupe de champagne. Donc, mais Lemaître disait avec beaucoup d'humour, pourquoi aller faire de la théologie sur le sommet d'un cône? Car c'est bien là l'aspect ridicule de ceux qui croient que le Big Bang est un point plus théologique que les autres. C'est un point géométrique singulier, mais le problème de la création se pose pour tous les points de la coupe. Car tous les points existent, et il faut rendre compte de l'existence de chaque point. C'est ça le problème métaphysique de la création. Mais faire de la théologie sur le sommet d'un cône, ça n'a pas de sens. Le maître disait, il faut distinguer deux voies. Il faut distinguer deux voies vers la vérité, deux chemins vers la vérité. Il y a le chemin de la science, il y a le chemin métaphysique et théologique, et il convient de faire des distinctions épistémologiques. Et c'est très caractéristique, le maître dit, ceci c'est une interview de le maître au Times en 1933, c'est très caractéristique que dans ses carnets de retraite, et je vais parler de cette dimension-là, le maître faisait chaque année une retraite en silence de 10 jours, mais quand vous faites une retraite en silence de 10 jours, et que vous êtes un physicien, à quelques moments, il vous vient quelque idée de calcul. Bon, la meilleure façon de ne pas y succomber, c'est peut-être de l'écrire, et d'attendre la fin de la retraite pour faire vos calculs. C'est ce que fait le maître. Donc j'ai retrouvé les carnets de retraite de le maître, et c'est très très caractéristique. Donc il y a souvent une sorte de méditation. Alors vous entrez dans cette méditation, le maître est un être très très spirituel, et puis tout d'un coup vous découvrez ceci. Vous voyez, ça c'est la courbe que je vous ai montrée, qui est son modèle d'univers, avec quelques petites équations, une petite équation différentielle, qui est celle de Friedman, auquel probablement il pensait, et immédiatement après, c'est le même jour, immédiatement après, vous avez ici l'écriture en moyen néerlandais, en vieux flamand si vous voulez, d'un texte de Ruysbroek, car le maître traduisait et méditait les textes de certains mystiques, dont Ruysbroek, l'admirable, qui a joué un rôle comme influence de la mystique rhénane, etc. Donc ça, c'est caractéristique de le maître. Et il disait ceci à propos de son hypothèse. Ce que je vous ai dit, c'est le fond de l'hypothèse de l'atome primitif. Personnellement, j'estime que cette théorie scientifique reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Il peut prendre pour le fond de l'espace-temps, le fond de la coupe de champagne, pour le fond de l'espace-temps, la même attitude d'esprit qu'il a pu adopter pour des événements non singuliers de l'espace-temps. Donc il peut prendre la même attitude vis-à-vis de ce point singulier que les autres points. Ça n'a rien de plus théologique ni métaphysique que ce point singulier. Pour le croyant, l'attitude que je prends, dit le maître, exclut toute tentative de familiarité avec Dieu, telle que la chiquenaude de Laplace, parce que le maître détestait ces conceptions où on réduisait l'action de Dieu à une chiquenaude qui met en route l'espace et puis Dieu ne s'occupe plus du monde. Ça, le maître n'aimait pas du tout. Ou bien le doigt de Jeans, l'astrophysicien anglais, qui disait que le rôle de Dieu c'était, avec son doigt, the finger of God agitating the ether. Donc tourner dans la mayonnaise, si vous voulez, pour la faire prendre. Alors ça, disait le maître, ça ce n'est pas digne de Dieu, ça ce n'est pas l'action de Dieu. C'est transformer Dieu en une espèce d'automate qui fait ce que la physique veut qu'il fasse. Cela s'accorde, dit le maître, beaucoup plus avec la parole d'Isaïe. Et il pense donc à Isaïe 45,
Deus absconditus Israël salvator. Donc le Dieu caché, sauveur d'Israël, caché même dans le début de la création. Et là, on voit ici affleurer la manière dont le maître aborde la question. Dieu n'est pas absent chez le maître. Dieu est simplement caché, discret. Dieu n'est pas à transformer en hypothèse scientifique. Ça ne veut pas dire pour ça que Dieu n'est pas entièrement présent à sa création, il l'est. Mais il est caché. C'est exactement la position que l'on trouve chez Pascal, dans ses lettres à Mademoiselle de Rohanay, où il emploie exactement le même argument pour dire Dieu est présent, mais c'est le Deus absconditus, le Dieu discret, le Dieu caché. Et le maître dit, en marge de son article de 1931, je pense, mais il a supprimé le passage en dernière minute, ou peut-être lui a-t-on suggéré de l'enlever, je ne sais pas. Je pense que quiconque croit en un être suprême, soutenant chaque être et chaque action, ça c'est vraiment la création, croit aussi que Dieu est essentiellement caché et peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création. On n'a pas accès avec la physique à l'acte créateur. On voit quelque chose de l'action de Dieu, mais on ne met pas la main sur l'acte créateur. Voilà la philosophie profonde, si vous voulez, de Georges Lemaître, qui maintient l'autonomie de l'acte créateur et l'autonomie des causes secondes. Bon. Alors, le maître avait d'excellentes relations avec l'Église, je l'ai dit. C'était un ami personnel de Pie XII, qu'il avait d'ailleurs choisi pour faire l'éloge funèbre, tenez-vous bien, de Rutherford, le personnage chez qui il allait suivre des cours d'anglais, alors qu'il était prix Nobel de physique, si vous voulez. Eh bien, Pie XII avait d'excellentes relations avec le maître. Et dans les années 50, en 51, Pie XII, qui aimait beaucoup l'astronomie, avait voulu mettre en avant la théorie de Lemaître pour, d'une certaine manière, dire mais pourquoi ne pas profiter des dernières découvertes de la cosmologie pour revisiter les voies vers l'existence de Dieu de saint Thomas. Et le maître a été un peu heurté par cette proposition parce qu'il estimait que sa théorie n'était pas encore prouvée à l'époque. Et donc il disait c'est trop dangereux de mettre en avant une théorie pour revisiter les preuves de l'existence de Dieu alors que ma théorie n'est pas encore validée. Alors il aurait pu, vous voyez, et c'est ça l'honnêteté intellectuelle de Lemaître, il était extrêmement bien vu par le pape. Si le pape vous cite, qui irait demander au pape, je vous en supplie, ne me citez pas. Vous voyez, il aurait d'une certaine manière dit, je suis très honoré, et en plus ma théorie j'y crois, il y croyait à cette théorie. Eh bien, le premier réflexe du chanoine Lemaître, ça a été de prendre l'avion, d'aller à Rome, de contacter Pie XII en lui disant, ne parlez plus de ma théorie, c'est une théorie qui n'est pas encore validée, si vous mettez en avant une telle théorie, la communauté des astrophysiciens va sûrement protester en disant c'est une théorie qui attend encore sa crédibilité. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Pie XII a tout à fait accepté le commentaire de l'abbé Lemaître, et si vous regardez tous les discours de Pie XII entre 52 et sa mort, 58, vous ne trouvez plus aucune allusion à l'hypothèse de l'atome primitif. Pie XII a tout à fait compris l'argument de Lemaître, et Lemaître a joué, si vous voulez, une franchise et une honnêteté intellectuelle. En même temps, lui a-t-il dit qu'il était nécessaire, en bon thomiste, absolument de ne pas mélanger commencement et création. Alors Lemaître était un homme d'une grande franchise, d'une grande honnêteté intellectuelle. C'était aussi un homme profondément attaché à son sacerdoce et à la foi. Longtemps, puisque Lemaître séparait, vous voyez, longtemps ses assistants, ses étudiants ont dit, mais à force de séparer, l'abbé Lemaître doit, d'une certaine manière, avoir perdu quelque chose de sa foi. Certains m'ont dit, l'abbé Lemaître ne nous parlait jamais de religion. Mais bien sûr, il ne donnait des cours que de mécanique, de physique, de relativité générale, etc. Et les étudiants disaient, oui, mais enfin, c'était un abbé, etc. Oui, mais il donnait des cours de mathématiques et de physique, donc il n'avait pas à faire de la théologie. Et ses assistants disaient, oui, mais puisqu'il ne parlait plus de religion, il avait sûrement laissé tomber cet aspect annexe. Et beaucoup de scientifiques croyaient que cet aspect sacerdotal, sa foi, c'était une dimension qui, d'une certaine manière, c'était à sa dire, et c'était l'aspect scientifique et la réussite scientifique qui avait pris le dessus. Eh bien, en 1994, alors qu'on célébrait le centenaire de la naissance de Lemaître, on m'a demandé de faire une conférence sur l'aspect religieux de Lemaître. Alors j'ai accepté,
et c'était l'été, pour me rendre compte en septembre qu'il n'y avait aucun document concernant la vie religieuse de Lemaître. Alors c'est un peu embêtant, quand on vous demande une conférence, vous dites oui, et puis vous apercevez que vous n'y connaissez rien. Alors que dire? Bon, je ne sais pas moi. Bon, alors j'ai eu peur, et c'est un excellent stimulant, et je me suis mis à la recherche de documents. Et par une sorte d'enquête, je suis tombé sur un fonds d'archives, d'ailleurs in extremis, puisqu'on allait détruire le bâtiment dans lequel ces archives étaient, ces archives allaient partir à la poubelle, et donc en explorant ces archives, je me suis rendu compte, j'avais remonté quelques filières, il s'agissait d'archives d'une fraternité sacerdotale intitulée Les Amis de Jésus, fondée par le cardinal Mercier dans les années 20, et fraternité dans laquelle les prêtres faisaient les 3 vœux de la vie religieuse, pauvreté, chasteté, refaisaient le vœu de chasteté et d'obéissance spécial dans les mains de l'évêque, et faisaient un vœu spécial, le votum immolationis. Donc il s'agissait d'un vœu d'offrande totale de la personne du prêtre au Christ. Eh bien, dans les registres retrouvés à l'époque et qui avaient été perdus suite à la scission du diocèse de Malines en 2 dans les années 60, on voit nettement, et vous voyez ici la signature de Georges Lemaître, qui a fait les 3 vœux et le vœu d'immolation pendant la guerre de 40. Et on s'est toujours demandé, surtout la famille, qu'était devenue la fortune de Monseigneur Lemaître. Parce que où étaient passés tous les montants financiers de ces prix scientifiques? Alors, quand il est mort, tout avait disparu. Donc, restait la question, mais où est la fortune de Monseigneur Lemaître? Et personne ne savait, ça restait une énigme. Eh bien, on a pu, en 94, alors qu'il est mort en 66, élucider le mystère. L'argent n'était nulle part, pour la simple et bonne raison que Monseigneur Lemaître l'avait donné. Et il l'avait donné à des œuvres. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le vœu de pauvreté. Il ne pouvait pas le garder. Donc, Lemaître, entre 1920 et sa mort, a été parfaitement fidèle au vœu de la fraternité des Amis de Jésus, qui se réunissait tous les mois en un petit groupe de prêtres et qui faisait chaque année donc une retraite en silence dans une maison du côté d'Anvers, maison d'ailleurs que Lemaître, grâce à ses dons, avait contribué à construire. Et Georges Lemaître, dans cette fraternité, était vu comme quelqu'un d'extrêmement profond, extrêmement, pourrait-on dire, avec une attitude quasi de mystique, quelqu'un de très profond, de spirituel, de profondément attaché à son sacerdoce, à l'Église. Donc, contrairement à ce qu'on avait pu croire, Georges Lemaître n'avait pas du tout délaissé son sacerdoce. Il vivait intensément cette vie dans le cadre de la fraternité des Amis de Jésus. Et chaque jour, les Amis de Jésus s'engageaient à faire 1 heure d'adoration avant ou après leur messe. Et Georges Lemaître a été fidèle à cela, et heureusement, avant qu'il ne disparaisse, j'ai eu l'occasion de rencontrer toute une série de prêtres qui avaient fait partie avec lui des Amis de Jésus et qui ont attesté que Georges Lemaître, on allait à la messe de Georges Lemaître, mais allaient à la messe de Georges Lemaître des gens qui n'étaient nullement dans son laboratoire, ni même ses étudiants, si vous voulez. Mais ceux qui y allaient parce qu'ils célébraient la messe avec un recueillement tellement intense que les gens venaient à cette messe-là parce qu'elle était une messe extrêmement priante. Donc, Georges Lemaître n'était pas quelqu'un qui avait abandonné la foi, il était au contraire un prêtre extrêmement spirituel, mais qui pour des raisons épistémologiques et pour des raisons d'honnêteté scientifique ne mélangeait pas n'importe comment la théologie avec la foi et avec la science. Et je vous cite pour terminer ce beau passage de Lemaître. Lemaître écrivait ceci en 1936. Le chercheur chrétien sait que sa foi surnaturalise ses plus hautes comme ses plus infimes activités. Il reste enfant de Dieu lorsqu'il met son œil à son microscope et dans sa prière du matin, c'est toute son activité qu'il place sous la protection de son Père des cieux. Lorsqu'il pense aux vérités de la foi, il sait que ses connaissances sur les microbes, il y a un S qui manque, les atomes ou les soleils ne lui seront ni un secours ni une gêne pour adhérer à la lumière inaccessible, et qu'il lui restera comme à tout homme, attaché à se faire un cœur de petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Ainsi, foi et raison
fides et ratio, foi et raison, sans mélange inconvenant, sans concordisme, ni conflit imaginaire, sans discordisme, s'unissent dans l'unité de l'activité humaine. Donc l'unité de la science et de la foi n'était pas une unité spéculative, conceptuelle, il réalisait l'unité dans son action. En étant scientifique dans un laboratoire, un scientifique prêtre, il réalisait par sa vie l'unité de la science et de la foi qu'il ne manifestait pas dans une synthèse de type philosophique ou théologique. Le maître n'a pas abandonné la foi, il n'a même pas abandonné un aspect, pourrait-on dire, pastoral, puisque on sait aujourd'hui, par des archives aussi retrouvées il n'y a pas tellement longtemps, que le maître avait bien eu dans sa vie un apostolat important, et cet apostolat, c'est celui des étudiants chinois. Il a été l'apôtre des étudiants chinois de Louvain, et il a été le bras droit du père Leb. Vous savez que le père Vincent Leb a joué un rôle central dans l'ordination des premiers évêques chinois, et Georges Lemaître a été l'aumônier de la première maison des Chinois à Louvain dans les années 30. Le maître qui lui-même avait appris le chinois, vous voyez ici son carnet d'apprentissage du chinois, il avait à cœur la pastorale des étudiants chinois, dont il a baptisé plusieurs, et s'il n'a pas fait école à Louvain, la seule école d'étudiants qui ont travaillé ardemment avec le maître, c'est une école d'étudiants chinois qui ont travaillé avec lui sur les rayons cosmiques. Et parmi ces étudiants qui venaient de l'université de l'Aurore à Shanghai, il y avait Chang Yung-li qui a joué un rôle dans la science chinoise et qui était un catholique profond, qui a eu d'ailleurs pas mal d'ennuis par la suite. Eh bien, c'était un des proches et pourrait-on dire, des seuls membres de l'école de Lemaître. Le maître apôtre des étudiants chinois, le maître spirituellement, disons, profondément attaché à la fraternité des amis de Jésus, le maître grand scientifique, ami d'Einstein, mais aussi le maître prêtre, engagé profondément dans son ministère, une figure qu'il faut donc remettre en exergue à une époque où on souligne encore souvent dans les médias que le fait d'être un scientifique de pointe interdirait le fait d'être un chrétien ou un prêtre profondément engagé dans son ministère. Il y a quelques mois, la télévision belge, se penchant sur la vie de Hawking, disait d'Hawking, Hawking est un grand scientifique et évidemment, il n'a pas la foi. Évitant de dire que dans le pays où Hawking était reçu, la personne qui a contribué à fonder la discipline que Hawking a développée, c'était un prêtre, c'était un très grand scientifique qui, évidemment, avait la foi. Je vous remercie.